Archibald de Garreau, hein, a mis en évidence, a relié une maladie à une voie métabolique. C'est donc historiquement parlant la première. Vous allez voir qu'après ça, on va en découvrir d'autres, mais 100 ans, 60 ans, 100 ans après, donc beaucoup plus tardivement. Et là, pour la première fois, il va montrer finalement que cette alkaptonurie est due à un déficit enzymatique, qui est le déficit en homogentisate oxydase, et qui va conduire finalement à l'accumulation de cette molécule qui est l'acide homogentisique. Et c'est l'acide homogentisique qui est la cause de tous les problèmes que l'on retrouve chez ces patients qui sont atteints de cette maladie. Ils ont en particulier, alors, et la particularité de se colorer à la lumière, de se colorer, d'avoir une coloration noire, et les urines en particulier, à la lumière, vont devenir foncées et devenir très, très noires, parce que finalement, on pourrait pratiquement faire le diagnostic juste en regardant la couleur de l'urine. Alors, ce n'est pas toujours particulièrement noir, donc il faut faire effectivement le diagnostic et rechercher l'acide homogentisique. Mais normalement, on pourrait éventuellement faire le diagnostic juste en regardant la couleur des urines. Et c'est probablement comme ça que Archibald Garreau a fait le diagnostic, lui. Alors, donc les urines sont noires, et vous voyez ces fameuses petites taches que je vous montre ici sur l'œil, parce que c'est assez visible et assez caractéristique. Eh bien ça, on va le retrouver un peu partout dans les tissus, au niveau des tissus, en particulier au niveau des oreilles. Vous avez peut-être déjà rencontré dans la rue des gens qui avaient des oreilles extrêmement noires, extrêmement foncées. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ochronose. Hein, c'est ce dépôt d'acide homogentisique qui noircit comme ça, et que vous voyez ici de façon très visible dans les différents yeux que vous avez devant les yeux, c'est le cas de le dire. Ça va ensuite s'accumuler, cet acide homogentisique, ça s'accumule, et c'est sous ce biais-là qu'on va réaliser le diagnostic chez les adultes. Hein. Généralement, ce n'est pas un diagnostic qu'on fait chez des enfants, c'est le fait tardivement. Il faut que la molécule d'acide homogentisique s'accumule un peu partout dans le tissu, et en particulier dans les articulations. Et ce sont des rhumatos qui voient ces patients-là en règle générale et qui vont faire le diagnostic, qui vont rechercher l'acide homogentisique chez ces patients. Et ça va aussi conduire à des insuffisances cardiaques parce que, comme je vous l'ai dit, ça s'accumule un peu partout au niveau des tissus, et donc ça va s'accumuler aussi au niveau du cœur, et ça va conduire à des insuffisances cardiaques chez les patients. Mais le diagnostic, il est fait en fonction de ces douleurs articulaires qui peuvent devenir extrêmement incapacitantes. Hein, ils ne peuvent plus bouger, hein, ils ont vraiment mal partout. Et maintenant, on a la chance, alors le diagnostic qui va être fait en quantifiant l'acide homogentisique. Normalement, vous n'en avez pas, vous ne l'accumulez pas. Hein. Quand vous mesurez, il y a 0 d'acide homogentisique, et on va trouver des tombereaux d'acide homogentisique. Ça va se mesurer dans les urines. Hein. C'est un acide organique, et on va utiliser une technique qui permet la mesure des acides organiques, et on va le trouver dans ces conditions-là. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est revenu très en vogue comme maladie, parce qu'on a un traitement qui est la nitisinone, qui est le NTBC. Et ce NTBC, eh bien, regardez, il va bloquer en amont ici de cette voie métabolique, et donc il va bloquer la formation de l'acide homogentisique. Et c'est pas pour cette maladie-là que cette molécule avait été mise au point, si je puis dire. C'était pour traiter, et c'est toujours d'ailleurs, pour traiter la tyrosinémie de type 1. Et actuellement, cette molécule est à l'essai. Il y a des essais cliniques chez des patients qui sont alkaptonuriques, qui ont testé cette molécule, et manifestement, les premiers résultats qui sont sortis montrent que c'est plutôt une bonne chose, et ça fait disparaître un petit peu ces douleurs articulaires qui sont extrêmement violentes chez ces patients. Alors évidemment, il y a une restriction comme toute. Finalement, chaque fois que je vous parle de traitement pour les patients que je vous ai décrits, je vous parle de diminuer l'apport en protéines, diminuer ce qui est toxique. Et bien ici, ça va être la même chose. On va diminuer l'apport en protéines naturelles, et on va remplacer par un mélange. Alors c'est d'autant plus difficile que le diagnostic, il est fait tardivement, et donc il est fait sur des adultes. Et modifier un régime alimentaire chez un adulte, c'est extrêmement compliqué. Alors que vous allez voir, on va parler d'une autre maladie qui est diagnostiquée très très précocement. Et là, les enfants, dès leur plus jeune âge, hein, dès leur naissance, ils sont mis sous ce type de régime. Et donc, ils connaissent rien d'autre. Et d'une certaine manière, c'est plus facile de maintenir un régime comme celui-là chez des enfants qui n'ont connu que ça, que chez des adultes qui ont déjà mangé beaucoup de choses plutôt bonnes, plutôt agréables, alors que le mélange d'acides aminés n'est pas terrible. Donc, alors, on réduit, on fait une restriction sévère en apport de protéines, et puis on supplémente évidemment
maintenant, les deux acides aminés qui vont être déficitaires si j'en donne pas, qui est la phénylalanine et la tyrosine. Et durée de traitement, eh bien, c'est pratiquement comme toutes les maladies dont je vous ai parlé, c'est toute la vie. Ok, alors, autre acide aminé aromatique intéressant, le troisième, parce qu'à partir de cette molécule de tryptophane, eh bien, on va synthétiser un autre neurotransmetteur qui est la sérotonine. On a aussi la synthèse de la mélatonine et la synthèse des cofacteurs NAD et NADP. Donc vous voyez que le tryptophane a un rôle essentiel en tant qu'acide aminé dans votre organisme. Alors comment ça se passe? Eh bien, finalement, la nature fait les choses simplement. Quand elle a une méthode qui marche pour faire ces transformations, eh bien, elle les applique à plusieurs molécules. Et vous voyez ici, eh bien, on a exactement la même chose. D'ailleurs, on l'a déjà, je l'ai déjà évoqué, puisque j'ai parlé des réactions d'hydroxylation en présence de tétrahydrobioptérine. Eh bien, le tryptophane va être hydroxylé en 5-hydroxytryptophane, hein, et puis ce 5-hydroxytryptophane va être décarboxylé. Qui parle de décarboxylation parle d'enzymes qui sont des décarboxylases, et c'est des décarboxylases des acides aminés aromatiques, et qui fonctionnent avec le fameux cofacteur qui est le phosphate, la vitamine B6 sous forme de phosphate de pyridoxale. Et je vous l'avais dit que ce cofacteur pouvait intervenir pour décarboxyler ces acides aminés pour la synthèse des amines biogènes. Et vous voyez ici que la sérotonine utilise exactement la même méthode de décarboxylation avec comme cofacteur la vitamine B6. Et la sérotonine va permettre la synthèse. À partir de sérotonine, vous pouvez avoir synthèse de mélatonine, et il reste, après dégradation de la sérotonine, de l'acide 5-hydroxyacétique qui va être métabolisé dans votre organisme. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, et la mélatonine, eh bien, c'est l'hormone de régulation des rythmes chronobiologiques. Vous le savez, avec les histoires de jet lag, il y a eu la grande mode où on prenait de la mélatonine pour récupérer au plus vite son rythme de sommeil et son heure de sommeil lorsqu'on partait un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si certains l'ont testé, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, je n'ai jamais testé. Alors, autre acide aminé, donc aujourd'hui, ce que je vous ai dit, je fais un peu une revue de plusieurs acides aminés et le métabolisme de plusieurs acides aminés qui sont des acides aminés, majoritairement ce sont des acides aminés, vous l'avez vu, tous essentiels, la phénylalanine, la tyrosine en dérivé, donc pas essentiels. Et là, on va voir les trois acides aminés ramifiés qui sont des acides aminés essentiels. Et si je vous parle de ces acides aminés, c'est parce qu'il existe une maladie qui est la leucinose, qu'on appelle encore la maladie où l'urine a l'odeur du sirop d'érable, et qui est une maladie qu'on va diagnostiquer très très rapidement. Hein. C'est dès les premières, peut-être pas premières heures, c'est peut-être pas aussi vite que l'hyperammoniémie, mais c'est quand même extrêmement rapide. Dès les premiers jours de vie, eh bien, on va faire ce diagnostic parce que ce sont des enfants qui vont décompenser de façon violente. Et donc, c'est une maladie encore génétique, autosomique récessive. C'est rare, c'est beaucoup plus rare que la phénylcétonurie. Hein. La fréquence est de l'ordre de 1 sur 100 000 à 1 sur 200 000 en fonction des endroits, des régions. C'est la fameuse, dont je vous ai dit, maladie des urines à odeur du sirop d'érable, parce qu'effectivement, si vous avez un nez un peu développé, vous sentez l'odeur de l'urine et du sang. Il y a une odeur particulière, ça peut sucrer comme ça. Alors, moi, je ne trouve pas que le sirop d'érable est une odeur très forte, donc j'ai un peu de mal à le sentir quand j'ai un prélèvement de ces patients-là. Mais il y a des individus qui arrivent de vous faire le diagnostic simplement en sentant l'urine ou en sentant le sang. Ils sentent vraiment cette odeur particulière. Et c'est un déficit de la voie de catabolisme des fameux acides aminés ramifiés que sont la leucine, l'isoleucine et la valine. Et l'enzyme qui est déficitaire, c'est une enzyme qui ressemble étrangement à une enzyme que vous connaissez déjà, qui est la pyruvate déshydrogénase, qui permet l'oxydation du pyruvate en acétyl-CoA. Hein, vous avez déjà vu cette enzyme. Eh bien, c'est le même complexe multi-enzymatique, et c'est le complexe des déshydrogénases, cette fois-ci des acides alpha-cétoniques ramifiés. Ça va consister à faire la même chose, une décarboxylation oxydative de ces acides alpha-cétoniques, des acides aminés ramifiés qui dérivent des acides aminés ramifiés. Et on connaît des gènes, on connaît des mutations sur, alors chez
pas si vous avez en tête cette enzyme, ce complexe multi-enzymatique. Il y a 3 enzymes, 1, 2, 3, et vous verrez que 3 est identique dans ces 2 complexes. Et vous verrez que je vais vous parler d'un 3e complexe qui exactement fonctionne de la même manière dans l'organisme. Et vous avez des mutations, on a retrouvé des mutations à la fois sur l'enzyme 1, sur l'enzyme 2 et sur l'enzyme 3. Alors l'enzyme 1 elle est un peu compliquée parce qu'elle est constituée de 2 sous-unités alpha-bêta et donc il y a des mutations partout. Les principales caractéristiques de cette maladie, eh bien, c'est qu'il y a des décompensations qui peuvent être très importantes. Et ces décompensations, alors à partir du moment où le diagnostic est fait, il va être fait parce que l'enfant va être nourri au départ normalement avec soit le lait de sa maman, soit un lait artificiel, et donc il va y avoir un apport de ces acides aminés ramifiés. Et il n'est pas capable de les... Pardon, excusez-moi, mais c'était pas une bonne idée. Hop là. Je suis désolée, hier je n'ai pas oublié de le fermer, mais aujourd'hui bien. Donc, vous allez avoir une... ok. Ces enfants, finalement, vont être intoxiqués par tous ces acides aminés ramifiés qu'ils vont ingérer. Et cette intoxication, eh bien, c'est une intoxication qui va être une intoxication au niveau de son cerveau. Et ces acides aminés vont être extrêmement toxiques. Ils vont imprégner complètement le cerveau de ces enfants. Et ces enfants vont décéder si très rapidement, c'est comme une hyperammoniémie, si très rapidement ils ne sont pas traités. Et le traitement, lorsqu'ils arrivent en situation de décompensation, comme ça, au moment du diagnostic, eh bien, ça va consister probablement déjà à faire une dialyse pour éliminer au plus vite la leucine, enfin, ces 3 acides aminés ramifiés qui risquent de les tuer. Et si le diagnostic n'est pas fait assez rapidement, ça conduit à un œdème cérébral, et eh bien vous avez un décès du patient. Donc cette odeur caractéristique pour faire le diagnostic, mais alors il existe des formes tardives possibles. Alors c'est des formes qui sont effectivement moins gravissimes puisqu'il n'y a pas d'intoxication comme ça extrêmement précoce, et donc effectivement on peut trouver des patients qui présentent une forme qui est une forme plus atténuée et qui est une forme tardive, mais la plupart des leucinoses que l'on suit, et je crois qu'on en tue à peu près 50 dans notre service, eh bien ils ont eu tous des formes néonatales, des formes sévères, et c'est la seule raison pour laquelle je suis dans un laboratoire, c'est la seule raison pour laquelle nous avons des urgences dans notre laboratoire à cause de ces patients qui présentent ces leucinoses, parce que ces décompensations, même s'ils sont traités, eh bien, à un moment donné, vous avez des problèmes, je vous l'ai dit, des catabolismes, et j'ai parlé de problèmes de catabolisme lorsqu'il y avait des fièvres, des affections, des stress, de la chirurgie, etc. Et donc, souvent, ces enfants sont finalement à l'équilibre, on essaie de tenir, de garder le taux, et vous allez voir comment on garde ce taux de leucine le plus bas possible, et bien, tout simplement en évitant de donner ces acides aminés ramifiés, et bien, lorsque vous avez un catabolisme plus important, parce qu'il y a une situation qui implique ce problème de catabolisme, eh bien, vous allez avoir des taux de leucine qui vont augmenter, et le risque, eh bien, si vous ne traitez pas rapidement et si vous ne savez pas où il en est de son taux de leucine, eh bien, vous pouvez perdre ce patient. Et il est arrivé qu'au moment de Noël, eh bien, on a eu un problème comme celui-là, et on a perdu un gamin qui était déjà un grand, puisqu'il avait dépassé 20 ans, un peu comme vous, et on l'a perdu parce qu'il est arrivé trop tard aux urgences, parce qu'il l'a traîné, parce qu'on n'a pas vu très rapidement finalement que son taux de leucine était très élevé, et finalement il a fait un œdème cérébral et on n'a pas récupéré. Donc vous voyez, ça c'est une maladie extrêmement grave, et il ne faut vraiment pas passer à côté. Donc le diagnostic, c'est simplement en mesurant les taux de ces acides aminés ramifiés, on va avoir un taux de leucine qui va flamber, et des 2 autres également, et puis on voit apparaître un isomère de l'isoleucine qui est l'allo-isoleucine, alors que normalement l'allo-isoleucine, on ne le voit jamais, il n'est pas là, il n'est pas présent. Eh bien, quand il y a un taux d'isoleucine important, eh bien, on voit apparaître son isomère qui est l'allo-isoleucine. Le traitement de ces patients, eh bien, ça passe par un régime encore, et toujours des régimes, et c'est effectivement la seule façon de faire, c'est-à-dire supprimer l'apport de protéines naturelles et remplacer, alors comme je vous ai dit, pour
ces enfants-là, c'est pas dramatique. Enfin, c'est pas grave de jamais pouvoir manger de chocolat, de jamais pouvoir manger un bon steak, des choses comme ça, mais n'empêche qu'ils ont l'habitude, ils ont été éduqués de cette manière-là, ils ont habitué leur goût de cette façon-là, et donc comme ils n'ont pas mangé autre chose, c'est beaucoup plus facile de les maintenir sur ce type de régime à vie. D'accord ? Et donc on va supplémenter dans tous les autres acides aminés, sauf ces ramifiés. Et puis il va falloir faire attention d'éviter quand même les carences. Hein. Il faut quand même un petit taux de leucine toujours présent. Et puis il faut les deux autres ramifiés également présents, valine et isoleucine, pour éviter d'avoir une carence protéique.